Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de 100% Marché, votre magazine hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et boursière. Aujourd'hui, m'accompagneront Rémi Lebailly, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Investir, et Laurent Albi, président de l'AFAT. Bonjour. Nous ferons comme d'habitude le bilan de la semaine. Vous aurez le droit au top et au flop. Cette semaine, le focus sera lui consacré aux valeurs à gros rendement. Et enfin, nous clôturerons l'émission avec ce qu'il ne faudra pas manquer cette semaine. Laurent, lui, nous fera toujours part de ses analyses et de sa sélection de produits de bourse. Sans plus attendre, nous commençons l'émission avec notre première rubrique, c'est le bilan de la semaine. Alors Rémi, coup de mou pour le CAC cette semaine, l'indice français a légèrement piqué du nez. Oui, il a un petit peu piqué du nez, d'ailleurs vous allez le voir, il n'y a pas un petit V pour commencer, c'est un petit X, un aspect négatif. Effectivement, le CAC 40 a perdu 1,46% sur la semaine. Et c'est effectivement la première baisse hebdomadaire du CAC en 7 semaines. Il fallait bien que ça arrive et donc c'est arrivé la semaine dernière. Alors ça ramène le CAC depuis le début de l'année au niveau dans le territoire négatif, quoi, en dehors, léger territoire négatif. Alors bien sûr, il faut relativiser, hein. Comme je l'ai dit, ça succède à 6 semaines consécutives de hausse. Faut voir qu'on avait eu un mois de décembre absolument excellent, hein, plus 6,2%. Et puis même si on regarde les bilans mensuels, on a eu 4 mois consécutifs de progression des indices. Donc on peut considérer que l'indice marque une pause. Ça n'est pas totalement illogique de constater cela. Voilà, ça c'était le premier point. Est-ce qu'on regarde peut-être un petit peu ce que ça donne au niveau du CAC 40 et de l'analyse technique? On peut le faire, Rémi. Alors, du point de vue graphique, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais zoomer un petit peu pour vous permettre de mieux voir ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Regardez, ce sont toutes ces petites bougies qui, dans la lexicologie des chandeliers japonais, s'apparentent à des toupies. Alors, qu'est-ce que c'est une toupie? C'est une bougie dont le corps est extrêmement réduit, c'est-à-dire que le cours de clôture est très proche du cours d'ouverture. Autrement dit, très peu de mouvement finalement pendant la journée. Et on voit, regardez, qu'on en a plein des petites toupies. Alors, si on associe à ces petites bougies le fait qu'il y a eu des volumes assez faibles, on voit bien qu'on a des opérateurs qui sont simplement en stand-by. Alors, c'est vrai qu'on est un petit peu négatif puisque je vous rappelle que la bougie d'ouverture du 3 janvier, c'est celle-ci, c'est cette petite bougie noire en forme d'étoile filante, et puis que derrière, on a baissé. Alors, on a baissé de manière très mesurée, hein, vous le voyez, on était à 4900, on revient sur la barre des 4800 points. C'est d'ailleurs ce dont on a parlé ensemble la semaine dernière. Je vous disais qu'on pouvait avoir une stratégie à l'achat sur le CAC, mais que le niveau des 4800 points était un niveau qui me paraissait plus approprié pour revenir sur le marché. Alors, on a eu effectivement hier ce test des 4800 points, et puis ce matin, on a une réaction qu'on va dire très mesurée. Hein. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y a un fol enthousiasme à repasser acheteur. Bon, ceci dit, le premier niveau de support, c'est bien ce niveau à 4800 points, et on est toujours dans un schéma correctif, peu étendu sur le CAC 40. Il y a quand même un petit risque baissier supplémentaire, lequel, c'est qu'on enfonce ces 4800 points ici, et qu'on baisse un petit peu plus et qu'on aille sur le support suivant à 4746. Alors, il faut noter qu'aux États-Unis, on a également un S&P qui tergiverse un petit peu, qui consolide. On attend un signal haussier qui signalerait donc la reprise de la tendance. Pour le moment, ce signal, il n'est pas donné. Donc, on a comme ça, vous le voyez, des indices qui prennent leur temps et qui, comme Rémi le disait tout à l'heure, digèrent en quelque sorte la forte hausse des semaines précédentes. Donc, rien d'anormal pour le moment sur les indices. Donc, on garde cette stratégie à l'achat sur le CAC 40. J'ai choisi... Et pardon, l'indicateur de retournement, ce serait lequel en fait? Puisque donc on a une dynamique qui s'essouffle un petit peu, mais pour l'instant, vous le dites, elle ne fait que s'essouffler, elle n'est pas remise en cause. Qu'est-ce qui pourrait vraiment la remettre en cause, Laurent? Alors, je vais rezoomer parce que je voudrais vraiment que vous puissiez bien voir ce dont il s'agit. Et pour répondre donc à Rémi, c'est un petit peu loin, mais ce n'est que la réintégration, Rémi, de cette zone ici qui montrerait qu'il y a un consensus qui s'est détérioré. Pourquoi? Parce qu'on peut corriger finalement n'importe où à l'intérieur de cet espace entre 4600 points et 4800 points sans que ça change grand-chose techniquement. Donc on peut s'enfoncer plus.
ça sera toujours considéré comme une correction à l'intérieur d'une tendance qui est haussière. En revanche, si on réintègre toute la période de consolidation qui s'est étendue de août à décembre et qu'on repasse sous le niveau de prix à 4600 points, alors là, ça voudrait dire quand même qu'on a une sérieuse absence des acheteurs sur le marché et ça pourrait présager éventuellement d'un consensus, comme je disais à l'instant, qui se serait dégradé. Donc, pour répondre à votre question, c'est encore loin. Et donc, par conséquent, on a cette moyenne mobile à 50 périodes que je vous ai mis à titre indicatif qui passe sous les cours, justement à 4746 points. On pourrait baisser un peu plus pour repartir ensuite. On pourrait même baisser encore plus et aller tester le gap. On ne peut rien exclure. Je ne pense pas qu'on va descendre autant, mais ce qu'il faut retenir, l'idée qu'il faut retenir, c'est que si on corrigeait plus, ça ne changerait rien techniquement et que ce n'est que la réintégration de cette zone, de cette ancienne zone de résistance à l'intérieur de ce range, que là, on pourrait commencer à se poser des questions à très court terme sur la possibilité d'une reprise haussière. Voilà, j'espère que je vous ai répondu. Donc, quel expert. À très court terme, on reste à l'achat. J'ai choisi un turbo un petit peu plus, différent de celui de la semaine dernière, avec une barrière désactivante, vous voyez, sur ce segment rouge et sous cette zone de support à 4746. Voilà, je vais rezoomer. J'ai vraiment décidé de bien zoomer cette semaine pour vous permettre de parfaitement voir ce dont il s'agit. Donc, zone du support à 4746 et la barrière désactivante à 4730. Et donc, ce turbo, en l'occurrence, c'est le PU83B. Turbo Call PU83B arrivant à échéance en mars, effectivement avec un prix d'exercice et une barrière désactivante à 4730, ce qui lui donne un effet de levier très important puisque nous sommes proches des 40. Ce produit, vous pouviez l'acquérir ce matin à 1,08 €. On enchaîne sur la suite du bilan de la semaine. Effectivement, nous avons eu la semaine dernière un discours outre-Manche de Theresa May et un discours, donc, investiture. Les deux grands événements politiques de l'année dernière avaient des résonances cette semaine, la semaine dernière, effectivement, avec le discours de Theresa May qui a apporté des précisions sur la façon dont se ferait le Brexit, et notamment ce sera un Brexit que l'on peut qualifier de plutôt dur, mais avec quand même des précisions, notamment la nécessité de l'aval des deux chambres du Parlement. Ça, c'est une nouveauté. Donc, premier éclaircissement de ce côté-là, ce sera un Brexit dur. Le Royaume-Uni regarde de plus en plus, non pas en direction de l'Est vers l'Europe, mais en direction de l'Ouest vers les États-Unis et vers le reste du monde, veut devenir un pays-monde, en quelque sorte, peut-être le Singapour de l'Europe. L'appel de l'Atlantique. Voilà. Le fameux appel de l'Atlantique. Et puis le deuxième discours, c'était vendredi, c'était Donald Trump, son discours d'investiture. Alors un discours qui était très attendu et qui a tout de même un peu déçu les investisseurs. On a eu pas mal d'éléments nouveaux sur la partie dure, là aussi, de son programme, notamment sur les aspects protectionnistes qui se sont traduits rapidement par des décrets allant en ce sens. Et puis pas d'éléments vraiment nouveaux sur les aspects qui attendaient peut-être plus le marché, des aspects plus positifs comme les baisses d'impôts, la relance de l'économie, le programme d'infrastructure. Il faudra peut-être attendre quelques tweets de ce côté-là. En tout cas, ça a éloigné les 20 000 points du Dow Jones et puis ça a entraîné un regain d'intérêt pour l'euro qui a repris du poil de la bête face au dollar, et puis l'or a également progressé puisque l'or est à son plus haut depuis 2 mois. Donc deux éléments de changements assez nets par rapport à la tendance des dernières semaines, que ce soit sur l'or ou que ce soit sur la parité euro-dollar. C'est vrai. Et d'ailleurs, le regain d'intérêt pour l'euro, Laurent, vous êtes plutôt d'accord, je dirais, puisque vous avez choisi un Varent Call sur la paire de devises euro-dollar. Alors, je suis plutôt d'accord, mais je voudrais quand même ajouter un élément qui me semble important, c'est que, à mes yeux, plutôt que de parler d'un regain d'intérêt pour l'euro, moi je vois surtout un désintérêt du dollar. Pourquoi ? Parce que quand on regarde la paire GBP-USD, on voit que la livre est en train de se reprendre. Alors c'est du très court terme, mais on voit que la baisse est terminée et qu'on a une livre qui repart. On voit que le dollar face au yen est également en train de s'affaiblir. Et donc mécaniquement, on a les devises en dollars qui profitent de cette faiblesse du dollar. Et comme Rémi le soulignait, encore une fois, c'est vrai que l'or également se reprend. Donc il y a en ce moment un petit mouvement baissier sur le dollar
qui mécaniquement en fait bénéficier donc tous ceux qui sont longs sur l'euro. Alors c'est vrai, la semaine dernière j'ai proposé un Varan call, je crois, de mémoire sur l'euro-dollar. Je vous disais que j'avais pas beaucoup de conviction, j'en ai pas tellement plus cette semaine. C'est vraiment mécanique, c'est opportuniste, c'est-à-dire que je vois que l'euro s'apprécie face au dollar, je vois que les devises en dollars s'apprécient, je vois que le gold s'apprécie, je vois sur le chart, on va le voir dans un instant ensemble, que on a, regardez, franchi ce premier niveau de résistance, qu'on avait une moyenne mobile à 50 périodes. Elle n'est pas anodine, cette moyenne mobile. Regardez comme elle a bien arbitré les sommets. Elle a été dépassée. Donc c'est vrai, il y a un petit peu de force sur l'euro-dollar, mais je mets plus ça sur le compte de la faiblesse du dollar qu'un réel regain de vitalité de la part de l'euro. C'est pour ça que je n'ai pas trop de conviction, mais que je suis le mouvement et que par conséquent, je propose encore un produit qui s'associe à une appréciation de l'euro, alors que ce soit un turbo ou un Varan. Là, cette semaine, c'est un Varan. J'ai choisi un Varan parce que comme j'ai pas tellement confiance dans ce mouvement et que je crois qu'on va plutôt retourner à la baisse, je ne sais pas trop où, j'ai mis ce premier niveau de résistance à 1,09 qui me paraît important. J'ai trouvé que c'était peut-être plus opportun de choisir un Varan plutôt qu'un turbo pour ne pas avoir de barrière désactivante, mais plutôt accompagner le mouvement. Voilà, donc tout ça pour vous dire ce qui vous intéresse, c'est qu'est-ce que j'ai choisi. Donc un Varan call de code OS52B. Donc le Varan call, oui, OS52B de prix d'exercice 1,09 $. Échéance également mars 2017 avec un delta à 39,59, ce qui en fait un produit j'ai oublié la terminologie, produit approprié, adapté, voilà. Avec un effet de levier de 37, donc également important. Vous pouviez acheter ce produit ce matin à 1,08 € comme le précédent produit. On termine sur le bilan avec le dernier point. Le bilan. Alors les deux premiers éléments étaient plutôt négatifs, que ce soit l'évolution du CAC 40 ou l'évolution des marchés américains. Le dernier est clairement positif, c'est le retour des opéras, ou plus globalement des opérations. On a eu sur le marché français deux très très grosses opérations. Je les rappelle, tout d'abord le rapprochement entre Essilor et Luxottica. Alors Essilor c'est le numéro 1 mondial des verres ophtalmiques et Luxottica c'est le numéro 1 mondial des montures de lunettes. Donc on assemble les deux. On a une intégration verticale du côté de l'optique entre le français Essilor et l'italien Luxottica. Donc c'est ce qu'on appelle en général une fusion entre égaux. On en a eu un certain nombre sur le marché français ces dernières années. On a eu Technip FMC, on a eu Lafarge Holcim. Ce sont de très très grosses opérations. Une autre opération là qui est plus de l'ordre du rachat, c'est Safran qui a annoncé le rachat de Zodiac. Alors il faut se souvenir que c'est une vieille histoire. Il y a quelques années, on avait parlé d'une possible OPA inamicale de Safran sur Zodiac. Ça ne s'était pas fait. Et là, ça se fait de façon amicale. Donc c'est un rapprochement important, puisque dans le domaine de l'aéronautique, si on sort les constructeurs d'avions, Airbus ou Boeing, l'ensemble Safran Zodiac deviendra l'acteur numéro 3 de l'aéronautique. Donc c'est un géant purement français là, qui apparaît dans ce domaine-là. Donc deux opérations vraiment d'envergure. Merci Rémi. Nous en avons fini avec le bilan de la semaine et je propose qu'on enchaîne vers notre prochaine rubrique, les tops et les flops. Alors Rémi, quelles ont été les meilleures performances cette semaine ? Alors c'est vraiment dans la continuité de la fin de la présentation du bilan de la semaine, puisque les tops et les deux premiers au niveau des tops, ce sont deux valeurs qui ont été concernées par les opérations dont on vient de parler, puisque le plus gros top, c'est Zodiac Aerospace. C'est logique, la valeur est rachetée avec une prime, donc les cours s'ajustent peu ou prou. Ils ne se sont pas tout à fait ajustés d'ailleurs. Zodiac n'est pas tout à fait sur le prix que va offrir Safran. Alors il faut savoir que dans ces grosses opérations, il y a toujours un délai très long, de plusieurs mois, entre l'annonce et la réalisation de l'opération, ce qui est un élément expliquant ce décalage. Mais bon, Zodiac a tout de même fortement monté de près de 22% après l'annonce de l'opération. Et puis, le deuxième top, c'est Essilor. Alors, Essilor, lorsque ce sont des fusions entre égaux, la hausse n'est pas toujours au rendez-vous. Là, elle a été au rendez-vous. Ça a été bien accueilli par le marché, puisque le titre a gagné là aussi 8%. Et puis, troisième top,
c'est Carrefour. Alors là, Carrefour, c'est autre chose, hein. Il n'y a quand même pas que des opérations. Carrefour a sorti son chiffre d'affaires de l'année 2016, qui était satisfaisant, mais ce n'est pas vraiment ça qui a expliqué sans doute la réaction positive du marché. C'est plutôt l'annonce, l'évocation par un journal britannique du fait que l'actuel patron du britannique Best Buy pourrait intégrer la direction du groupe. Et on sait qu'à Carrefour, il y a un problème de succession. Monsieur Plassat, qui est à la tête de la société depuis quelques années et qui a redressé Carrefour, doit partir dans un avenir assez proche. Et donc, il y avait des interrogations sur son successeur. Et ce successeur pourrait être l'actuel patron du britannique Best Buy, ce qui a favorisé l'évolution du titre. Voilà pour le top. Voilà pour le top et pour les tops, maintenant les flops. Alors les flops. Le premier flop, c'est Vallourec. Alors Vallourec, ces derniers temps, était plutôt un habitué des tops, hein. Vallourec, c'est un équipementier pétrolier principalement et qui a notamment bénéficié, comme le reste du secteur, à la fois de la remontée des cours du pétrole et puis de la rotation sectorielle qui a eu lieu sur le marché depuis l'élection de M. Trump et donc qui a favorisé tous les secteurs cycliques. Donc Vallourec avait beaucoup monté et là Vallourec, dans un marché qui consolide, on l'a vu, eh bien Vallourec a essuyé des prises de bénéfices puisque le titre a perdu 7,6%. Et il faut voir que la plupart des flops sont dans cette situation-là. Lafarge Holcim est aussi une valeur cyclique qui avait été plutôt favorisée dans la période récente et Lafarge Holcim a fortement baissé. Et Eramet est dans le même cas de figure, hein. Eramet qui produit du manganèse et du nickel, eh bien Eramet avait plus que doublé l'année dernière. Donc là, le titre perd 6%, mais ça n'efface pas du tout le mouvement. Donc une consolidation des valeurs cycliques qui avaient fortement monté ces derniers temps. Merci Rémi. Laurent, vous avez décidé de nous parler de Vallourec. Oui Mathieu. Alors une fois n'est pas coutume, j'ai choisi Vallourec qui est un flop. Vous savez que d'habitude, quand je me porte à l'achat, c'est plutôt sur un top présenté par Denis ou Rémi. Là, j'ai trouvé que le flop Vallourec, il était intéressant parce que, en fait, il y a deux façons d'aborder une prise de position. Soit vous êtes quelqu'un qui aimait les confirmations et donc vous jouez le momentum et donc vous avez besoin d'une confirmation et d'un nouveau sommet pour rentrer sur le titre, soit au contraire, vous cherchez plutôt les bonnes affaires et en fait vous attendez les replis pour effectivement porter vos positions d'achat. Et en l'occurrence, sur Vallourec, on a eu un petit repli qui semble être terminé. Et c'est pour ça que ce petit flop, eh bien, je le trouve intéressant. Je trouve que c'est une opportunité qui peut être considérée parce qu'on a quand même des arguments techniques qui nous montrent qu'on est dans une tendance de moyen terme qui est forte. Alors, la première chose, et encore une fois, je vais zoomer, parce que je veux que vous puissiez bien voir, on a fait ce repli pas n'importe où. Il peut paraître un petit peu comme ça au milieu de nulle part, ce 6,46, vous voyez, c'est-à-dire ce pivot à partir duquel les prix ont rebondi et se sont remis dans le sens de la tendance sur un horizon de temps supérieur, mais ça correspond à 38% de retracement, et c'est un niveau important qui est en général choisi par les opérateurs pour revenir à l'achat. Ensuite, je vous montre que du point de vue des moyennes mobiles, on en a quand même deux, 50 et 100. Ce sont des moyennes relativement lentes, hein, c'est 50 jours et 100 jours. Elles sont en train de s'écarter, ça veut dire qu'on a un momentum sur 50 jours, donc on va dire de court moyen terme, qui est quand même très sain. Et vous le voyez, c'est vrai qu'on a corrigé pendant 4 jours, hein, c'est pas énorme, et on est reparti tout de suite à l'achat. Donc je pense que sur Vallourec, eh bien, ce petit trou d'air, il est normal, il est sain. Je le rappelle chaque semaine, et je vais encore vous le dire cette semaine, c'est que les tendances n'évoluent pas en ligne droite, elles sont faites de l'alternance d'impulsion et de correction. On a fait une petite correction, 38%, c'est vraiment rien, c'est sain, et on repart. Donc je garde une lecture haussière sur Vallourec et je pense que le produit approprié, c'est justement là encore un varan call, comme ça on n'a pas de stop d'invalidation. C'est un varan avec une échéance au mois de juin, parce que je pense qu'en juin, Vallourec sera plus cher qu'il ne l'est aujourd'hui. Et puis surtout, on est complètement en dehors de la monnaie, puisque le prix d'exercice il est à 9 €, et donc ça en fait un varan qui n'est pas cher du tout. Et nous, on aime les varans qui ne sont pas chers, Mathieu. Voilà pourquoi j'ai choisi le varan call OX20B.
Donc ce Varan Call OX20B qui vous permettra de profiter effectivement d'une éventuelle hausse du cours de Valorec. D'échéance juin 2017, comme vous l'a dit Laurent, avec un prix d'exercice à 9. Son delta, lui, est à 26, avec un effet de levier moins important que les produits dont nous avons parlé précédemment, puisqu'il se trouve à 3,84. Ce produit, vous pouviez l'acheter ce matin 24 centimes quand l'action cotait 7,085 €. On en a fini avec les tops et les flops et je vous propose que l'on enchaîne sur la suite de notre émission avec le focus, donc le focus. Donc un focus, Rémi, sur ces valeurs donc, à gros rendement donc, qui versent des dividendes importants. Exactement. Alors on approche de la période des publications de résultats. On va en parler tout à l'heure dans l'agenda. Des publications de résultats en Europe, en France notamment, aux États-Unis ça a déjà commencé. Et donc c'est à cette occasion-là, à l'occasion des publications de résultats, que les sociétés donnent leur dividende qui sera versé au mois d'avril-mai. Et donc on aura une image précise des dividendes. Mais on peut déjà avoir une idée assez nette. On fait des estimations et on estime en général que les sociétés du CAC 40 vont verser 47 milliards de dividendes au titre de 2016, donc versés en début d'année 2017. Alors 47 milliards, ça représente une hausse assez forte par rapport au point bas qui était de 2011, qui était de 34,7 milliards. Ça veut dire que le dividende a augmenté d'environ 6%, 6,2% par an depuis cette période-là. Alors il faut voir que les dividendes, là à 47 milliards, on revient à peu près, je crois, au niveau de 2007. Donc il y avait une chute. On remonte, on revient sur ces niveaux-là. Et l'autre aspect qui est intéressant à voir, c'est que bon, le dividende, on se dit... une société, elle verse un dividende qui rapporte 2, 3, 4% par an. Ça n'est pas extraordinaire dans la performance d'une action, puisque le marché peut baisser de 2% en une séance, ou même une action peut perdre 4% en une séance, donc peut perdre ce que représente le dividende sur une année. Et si on regarde sur longue période, on voit que le dividende, c'est le graphique qu'on peut vous afficher, le dividende est absolument essentiel dans la performance d'une valeur et dans la performance du marché dans son ensemble. Ce graphique, regardez-le bien, il vous présente le CAC 40, c'est le trait rouge, et puis la ligne bleue, c'est le CAC 40, mais dividende réinvesti, donc en supposant que à chaque fois que le dividende est versé, il est réinvesti dans les actions de la société. Eh bien, on voit que le CAC 40 est actuellement autour de 4800 points, et le CAC 40 dividende réinvesti est autour de 12 000 points. Donc une différence de performance absolument hallucinante. C'est depuis, je le rappelle, la création du CAC 40, donc à fin 1987. Donc ça veut dire que, sur très longue période, 60% de la performance du marché provient du dividende. Et 40% simplement provient de la plus-value. Donc ça montre, ça traduit l'importance, le côté essentiel du dividende dans la performance boursière. Et donc c'est pour ça qu'il est important de noter qu'il y a une belle progression du dividende cette année et que c'est plutôt satisfaisant. Alors après, il faut chercher quelles sont les valeurs qui versent justement des dividendes. Parce que, pour reprendre un sketch des inconnus, il y a le bon dividende et le mauvais dividende. Et donc, le bon dividende, c'est celui qui assure une pérennité, celui qui se développe d'année en année, celui qui ne remet pas en cause les investissements de la société, donc qui est un complément, mais qui ne capture pas l'essentiel des bénéfices. Et donc, il faut une société qui verse un dividende élevé, mais pas trop élevé. Il faut une société qui verse un dividende et qui assure une régularité et une progression de ce dividende. Alors, à partir de là, investir, on a fait une sélection de valeurs à rendement élevé. On en a sélectionné au total une vingtaine, dont certaines sont des petites sociétés dont je ne vous parlerai pas ici, mais plutôt là, on a mis l'accent sur les plus grosses sociétés. On a sélectionné une douzaine, donc avec des dividendes qui s'étalent, des rendements qui s'étalent entre 6,1% pour Casino, qui est le plus gros dividende de la sélection que nous vous présentons là, et 4% pour Orange, qui est le dividende le plus faible. Et je vais dire quelques mots d'Orange, qui était un petit peu une société qui justement versait un mauvais dividende, puisque la société avait du mal à verser ce dividende. Elle a décidé de le baisser et maintenant ce dividende est stabilisé, il va même peut-être remonter et là c'est devenu du dividende sain.
Donc mieux vaut une société avec un dividende sain à 4%, un rendement à 4%, qu'une société avec un dividende malsain, entre guillemets, à 6 ou 7%. Et vous remarquerez que dans notre sélection, par exemple, il y a 2 valeurs qui sont dans les utilities, qui versent des gros rendements, hein. C'est Engie et EDF, mais nous sommes à l'écart de ces valeurs-là, puisque nous pensons que leur dividende n'est pas très sain. Voilà pour cette présentation. Alors je crois, Laurent, que vous avez sélectionné une de ces valeurs dans cette liste. Alors ça n'est pas celle forcément avec le plus gros rendement, mais c'est, je crois, Bouygues avec 4,7%, ce qui est assez satisfaisant. Oui, c'est quand même pas mal, hein, Rémi, 4,7%. Hein. Dans la période actuelle, on ne peut pas dire que ce soit un petit dividende. Mais avec Bouygues, j'ai envie de dire qu'on a un petit peu le beurre et l'argent du beurre. Pourquoi ? Parce qu'on a le dividende et puis on a également la croissance du titre. Regardez le chart. On était au mois de juillet pas loin des 25 €. On tutoie maintenant les 35 €. On a une très belle tendance haussière sur Bouygues. Alors regardez, j'ai mis ces 2 flèches pour vous montrer un petit peu le changement de rythme hein, sur le titre. D'abord, entre juillet et novembre, c'est vrai que ça progressait, mais c'était somme toute assez mesuré, assez lent. Et puis, il y a eu un vrai changement hein, au mois de novembre, une vraie accélération haussière, où là, pour le coup, on a une vraie belle phase d'impulsion. Et ce qui est extrêmement intéressant sur Bouygues, c'est que tout à l'heure, on a vu un titre qui corrigeait dans le prix. Et là, on a un titre qui corrige dans le temps. C'est-à-dire que la pression acheteuse est tellement importante sur Bouygues que le titre ne baisse pas. Il consolide latéralement. Pourquoi ? Eh bien, parce que dès qu'il vient, je vais zoomer encore une fois un petit peu pour vous permettre de bien voir. Vous voyez, dès qu'on arrive sur ce niveau un petit peu au-dessus des 33,50 €, tout de suite, on a des opérateurs qui immédiatement se remettent à l'achat. Donc, on voit qu'il y a une vraie pression acheteuse qui existe sur le marché et que la correction n'est pas dans le prix, mais c'est simplement une pause que fait le titre avant de continuer sa hausse. Alors, on peut apparenter ce petit mouvement ici à un rectangle de continuation dont on est sorti par le haut. Après, on a réintégré puis on repart à la hausse. On est dans tous les cas dans un marché qui est fort, qui consolide et qui est en train finalement de construire une figure de continuation où les opérateurs reprennent un petit peu leur souffle avant de réaccompagner le titre à la hausse. Donc Bouygues, extrêmement séduisant comme titre, parce que dividende, parce que croissance, et par conséquent, ça me paraît être une très bonne valeur à détenir dans son portefeuille, une valeur de bon père de famille. Alors, donc, Bouygues, j'ai choisi un Varan Call. Alors, je vais revenir encore une toute petite seconde sur ce choix parce que cette semaine, je vous propose en fait beaucoup de Varan plutôt que des turbos parce que comme on l'a vu en début d'émission, on a un CAC 40 qui est un petit peu hésitant et qui pourrait baisser un petit peu plus. Donc là, je trouve qu'on est typiquement dans un moment de marché où ça vaut le coup d'acheter des Varan, de ne pas avoir de stop d'invalidation et d'accompagner la tendance avec une échéance à 3 à 6 mois. C'est pour ça que tout ce dont on va parler ensemble aujourd'hui, c'est surtout des Varan. Donc, Bouygues Varan Call de code OO31B. Un Varan Call de code OO31B à prix d'exercice 38 € pour l'action Bouygues. Échéance juin 2017, encore une fois. Un delta à 27,70 qui en fait encore une fois un produit adapté. Le levier est plus important que le précédent Varan puisque nous nous trouvons à 8,78 et le Varan cotait 22 centimes ce matin. Je propose de passer à la dernière rubrique de notre émission, c'est la rubrique à ne pas manquer. Alors Rémi, cette semaine, à ne pas manquer des chiffres aux US, des chiffres en Europe et la réponse à la question, à savoir si le déclenchement de l'article 50 du traité de Lisbonne par le gouvernement britannique nécessitera ou pas l'aval des députés européens. Exactement. Alors on va commencer par les États-Unis avec un rendez-vous important en fin de semaine, c'est le PIB du 4e trimestre. Alors on sait que le 3e trimestre avait marqué un net rebond, une croissance annualisée de 3,5%, soit une remontée très nette après un début d'année qui, c'est vrai, avait été plutôt décevant aux États-Unis. Donc on aura la réponse du 4e trimestre, le consensus table plutôt sur un plus 2,2%. Et puis sinon, on a des choses plus logiques, plus traditionnelles, les commandes de biens durables, la confiance des ménages et puis les ventes de logements neufs et anciens. En Europe, le PMI manufacturier et des services de janvier, et puis toujours le très attendu indice IFO du climat des affaires
en Allemagne. Puis le Royaume-Uni, vous en avez parlé. Donc on passe rapidement ensuite à ne pas manquer du côté des entreprises. Alors là, beaucoup de rendez-vous. Je vais commencer par le bas, par l'international, avec la poursuite des publications aux États-Unis. On est dans la 3e semaine de publication et là, c'est vraiment la semaine où ça accélère. Hein. Les premières semaines, il y avait eu quelques banques. C'était un petit peu plus fourni la semaine dernière. Puis là, il y a vraiment beaucoup de publications. On peut en citer quelques-unes, Johnson & Johnson. Et puis parmi les valeurs technologiques qui font référence, eh bien, on a Alphabet, Intel et Microsoft. Donc une semaine bien chargée aux États-Unis. En Europe aussi, quelques poids lourds comme Novartis dans la santé ou Diageo dans les boissons. Et puis en France, on a le début des publications du CAC 40 avec LVMH qui est la première société du CAC qui a publié ses résultats. Ce sera jeudi soir après bourse. Et puis d'autres sociétés importantes qui publient mais qui ne sont pas dans le CAC 40 comme JCDecaux, Mersen, Altran, Elior et puis ST Microelectronics, je crois, Laurent, que vous voulez nous dire un mot sur ST Microelectronics. Tout à fait. Alors avant de parler de ST Micro, j'aimerais poser une question à Rémi, puisque ça fait 3 semaines qu'il y a donc ces résultats trimestriels aux États-Unis. Comment ils sont ces résultats? Ils sont bons? Est-ce qu'ils sont en ligne avec ce qu'attendent les analystes? Parce que je pense que la capacité du S&P à reprendre sa croissance, sa montée, sa hausse, elle est intimement liée aux résultats microéconomiques. Donc comment on est là en ce moment? Alors, je ne vais pas botter en touche, mais j'aurai une réponse plus claire la semaine prochaine. Parce que là, jusqu'à présent, on a eu tout le secteur bancaire qui a été plutôt satisfaisant, avec notamment un dernier trimestre qui a été très soutenu en raison de la reprise des marchés liée à l'élection de Donald Trump. Donc c'est un petit peu biaisé de ce côté-là. Mais globalement, le secteur bancaire a été plutôt satisfaisant. Du côté des industriels, ça a été plus mitigé, notamment General Electric, qui est un petit peu une référence, qui a publié ses résultats vendredi, et qui a eu une activité un petit peu décevante. Alors elle a été décevante notamment à cause du secteur pétrolier qui n'est peut-être pas encore reparti. Et ils attendent d'ailleurs une amélioration au premier trimestre. Mais le panel est encore un petit peu trop restreint, je crois, pour qu'on puisse répondre clairement sur la qualité des résultats américains. Et je pense que la semaine prochaine, Denis ou moi, on pourra vous donner une réponse plus précise parce qu'avec les sociétés qui publient cette semaine, là, on aura un échantillon plus large. Ouais. Ok, alors on revient sur ST Microelectronics, puisque c'est ce que j'ai choisi cette semaine. Alors là aussi, à l'achat, regardez cette phase ascensionnelle sur ST Micro. C'est vraiment très joli, c'est très linéaire. Quand on est chartiste, on ne peut que tomber amoureux de courbes pareilles. Pas de volatilité, une alternance vraiment bien ordonnée de creux et de sommets. On est en train de tutoyer, vous le voyez ici, le précédent sommet, avec là encore, vous le voyez, cette consolidation en lévitation, c'est-à-dire que ça ne progresse plus, mais on a quand même ce soutien très clair de la part des opérateurs qui empêche les cours de revenir sur le premier niveau de support. Une moyenne mobile à 50 périodes, c'est-à-dire 50 jours de 2 mois et demi, qui est elle aussi vraiment linéaire. Regardez comme elle arbitre bien ici les creux. Et là, voilà, elle se rapproche doucement. C'est vraiment joli sur ST Microelectronics. On n'a pas d'éléments qui nous montrent que cette hausse pourrait se retourner à très court terme. Donc je pense que la lecture haussière semble pérenne et que, encore une fois, pour les 6 prochains mois, on devrait avoir, alors peut-être pas sur ce rythme, ça personne ne le sait, mais qu'on devrait néanmoins avoir une continuation de ce mouvement vers des niveaux plus hauts. Et donc j'ai choisi un Varan Call avec là encore un prix d'exercice qui est éloigné, ce qui fait que le Varan n'est pas cher et c'est le OP56B. Merci Laurent pour cette analyse passionnée. Un Varan Call OP56B, effectivement, avec un prix d'exercice à 12 € pour ST Microelectronics. Le delta était à 38,18 ce matin, donc encore une fois, est toujours un produit adapté. Le produit cotait 63 centimes quand l'action cotait 10,92 €. Nous en avons fini avec cette émission. C'est Falco qui vous retrouvera la semaine prochaine. Merci encore une fois à Rémi et Laurent pour m'avoir accompagné cette semaine et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.